Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous parler des deux sœurs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire Augusta et Dorothea Klumpke, il faut dire quelques mots de cette famille parce que finalement c'est une histoire familiale, cette réussite. La famille Klumpke est une famille d'origine allemande. Le père, John Gerhard Klumpke, est né à la Nouvelle-Orléans, c'est bien sûr des immigrés aux États-Unis, est né à la Nouvelle-Orléans. La mère, Dorothea Mathilde Tolle, l'a épousé à New York 20 ans plus tard. Et le père, je dis rapidement, c'est l'époque de la fièvre de la ruée vers l'or, hein, pour employer le titre d'un film. Et il va abandonner très vite la prospection de l'or, il va se tourner vers une activité marchande, il va vendre des terrains à San Francisco, et ça va être à l'origine, sinon d'une fortune colossale, du moins une gentille fortune, comme à l'époque on peut en faire aux États-Unis. Voilà. Il épouse, je vous l'ai dit, en 1855, Dorothea Mathilda Tolle, qui a 20 ans tout juste, et ils vont avoir 6 enfants, 5 filles et un garçon. Parmi ces 6 enfants, il y en a 3, disons, qui vont nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Alors, par exemple, parmi ces 6 enfants, et ça c'est important, c'est le départ de tout, la fille aînée, Anna, fait une chute à l'âge de 3 ans. Se casse la cuisse et ça génère des choses, ça ne se guérit pas. À 5 ans, elle refait une chute et à ce moment-là se déclenche une ostomyélite avec arthrite purulente du genou. Donc c'est une maladie à peu près incurable qui va être déclarée incurable par les médecins, justement les médecins californiens, ce qui fait que Madame Klumpke mère va emmener tous ses enfants en Europe, en France et en Allemagne, où à l'époque il y a de bien meilleurs médecins qu'aux États-Unis, pour guérir sa fille. C'est un long voyage qui va durer 2 ans. Il ne se passe rien. À Paris, elle voit le médecin personnel de Napoléon III. À Berlin, elle voit un homme très réputé. Il n'empêche, Anna Klumpke, toute sa vie, va être condamnée à claudiquer. Elle le dira elle-même, d'ailleurs à Rosa Bonheur, « Je ne peux pas faire un pas sans m'appuyer sur une canne ». Bon, ça c'est le préambule, c'est ce qui va déterminer la suite. Retour à la Nouvelle-Orléans, et là, que se passe-t-il? Madame Klumpke découvre que son mari, pendant ces 2 ans d'absence, a noué une relation avec une autre femme. Madame Klumpke n'est pas une femme à accepter ces choses-là. Elle décide de divorcer, à une époque où ça ne se fait pas encore beaucoup. Le jugement de divorce va lui donner la moitié de la fortune de son mari, et avec cet argent, elle retourne en Europe avec son petit troupeau, comme elle dit. Alors le petit troupeau, je vais vous le dire, c'est donc Anna, celle qui s'est cassé la jambe, Augusta, qui est née en 1859, qui a 12 ans, Dorothea, qui est née en 1861, ce sont les 2 qui vont nous intéresser, puis encore 2 autres filles, Mathilda et Julia, qui vont devenir musiciennes, mais qui feront une carrière, disons, classique de femmes. Elles vont d'abord retrouver refuge en Allemagne, à Göttingen, chez une cousine de la famille. Ensuite, elles vont s'installer à Lausanne, plus durablement, au bord du lac Léman. Et c'est là, à Lausanne, un beau jour de 1875, en ouvrant un journal de mode, vous voyez, la mode illustrée, que Augusta découvre que, en France, à Paris, Madeleine Bray vient de passer brillamment sa thèse de doctorat en médecine, devenant de la sorte la première femme médecin en France, 1875. La première, en fait, avant elle, c'était une Anglaise, Elizabeth Carrett. Ça c'est important. Titre de la thèse de Madeleine Bray, de la mamelle et de l'allaitement. Donc c'est clair, les femmes peuvent être médecins, mais il faut rester dans un cadre typiquement féminin et maternel. Et d'ailleurs, Madeleine Bray va faire toute sa carrière dans les relations de la mère et de l'enfant. Bon, cela dit, il n'en faut pas plus pour que Augusta se découvre une vocation. Jusque-là, elle est déjà passionnée par les sciences et elle décide qu'elle va devenir médecin. Et elle est soutenue par sa mère qui, effectivement, la mère veut que ses filles réussissent leur vie. Mais pas de faculté de médecine à Lausanne.
ni à Genève. Et quant à celle de Zurich, vous allez voir, Madame Klumpke craint pour sa fille l'influence des étudiantes nihilistes russes qui la fréquentent et qui s'habillent pour la plupart en hommes. Donc, c'est ainsi qu'en octobre 1877, Madame Klumpke et ses filles vont rejoindre Paris, où elles vont s'installer au 180 boulevard Saint-Germain, ce que expliquera Anna, l'aînée des filles, dans son livre de souvenirs, Mémoire d'une artiste. Je lis ces quelques lignes. « Paris, centre artistique et scientifique, où ma mère trouverait plus de ressources pour mettre à exécution ses grands projets, ce qu'elle considérait comme sa mission unique, l'éducation de ses filles. Elle tenait à se venger noblement de son mari, en lui montrant qu'avec l'argent qu'il avait été obligé de lui donner, elle saurait faire de ses filles des femmes qui feraient honneur à leur sexe et à leur pays. » Vous voyez, là, il y a une volonté, une détermination bien établie, et les filles vont réaliser le rêve de leur mère au-delà de ce qu'elles pouvaient espérer. Alors, mais hélas, à cette époque-là, comme vous le savez sans doute, la médecine, les sciences et les mathématiques sont encore des chasses gardées dans ce dernier quart du XIXe siècle. Chasses gardées masculines qui sont bouclées à triple tour et dont les femmes ne peuvent approcher qu'après 1000 tracas et 1000 difficultés. Je vous donne un exemple. Gustave-Antoine Richelot, lui-même médecin, dans son ouvrage « La femme médecin », écrit en 1875, dit, je le cite, « Cet accoutrement, alors le tablier plein de sang des médecins, cet accoutrement, ces salles infectes, ces débris humains, ces rudes travaux font un contraste repoussant avec ces formes féminines si gracieuses. Ces jeunes femmes perdent toute leur grâce, tout leur charme, tout l'attrait de leur sexe. Ce ne sont plus ni des femmes ni des hommes. » Voilà qui est clair. Hein. On ne peut pas... Et pendant toutes ces études, Augusta va rencontrer cette attitude chez tous les grands patrons qu'elle va être amenée à fréquenter. Notamment le professeur Alfred Vulpian, qui est le doyen de la faculté et qui la met en garde, qui explique que ça va être très difficile. Et d'ailleurs, Augusta elle-même, en 1927, alors qu'elle est devenue un médecin célèbre, une neurologue, se rappelle, en 1927, elle va... on fête le centenaire de Vulpian, qui a quand même été un médecin très important, et elle est amenée à faire une allocution, puisqu'elle a été son élève. Et voilà ce qu'elle dit. « Le doyen était un homme affable, courtois, d'une bienveillance extrême. On trouve, me dit-il, au ministère, dans les chambres, tout un parti politique, Jules Ferry, Eugène Spuller, Gambetta, Paul Bert, d'autres, favorables au mouvement d'émancipation de la femme, et qui veulent que les portes de l'enseignement supérieur leur soient largement ouvertes. Je ne suis pas de cet avis. Quand je songe à ma mère, restée veuve jeune, à tout ce que sa tendresse vigilante a été pour moi et pour mes frères, je dis que le rôle de la femme est de se créer un foyer, de se consacrer à son mari et à ses enfants, et si elle reste seule, de diriger ses enfants toute sa vie. » Voilà. Donc c'est contre ça qu'Augusta, avec une détermination sans faille, va être obligée de lutter. Malgré l'appui du professeur Faure, dont elle suit les cours, sa demande de concourir à l'externat va être rejetée à plusieurs reprises. Les femmes n'ont pas le droit de concourir à l'externat. Les femmes n'ont d'ailleurs aucun droit à la faculté. C'est le règlement. Donc elle va suivre divers stages à la Salpêtrière, chez Charcot, chez le professeur Charcot, célèbre, chez Valentin Magnan, à la Sainte-Anne. Et en 1880, elle est stagiaire à l'hôpital de la Charité, dans les services du professeur Hardy, dont le chef de clinique est Jules Degerine, qu'elle épousera en 1888. Alors nous sommes en 1880, le premier verrou va sauter. Les femmes peuvent désormais concourir à l'externat. L'externat encore. Et tout ça grâce à une campagne acharnée menée par une condisciple d'Augusta qui s'appelle Blanche Edwards, qui est d'origine anglaise, qui est une pionnière des luttes féministes au sein de la faculté. Et pour parvenir à ses fins, Blanche Edwards a dû faire, accompagnée de sa mère, puisqu'à cette époque une jeune fille ne sort pas seule,
Elle a dû faire plus de 300 démarches auprès de médecins, de conseillers municipaux, de députés, de sénateurs, de ministres, afin de les persuader du bien fondé de l'accession des femmes à l'externat. Toutes les deux, Blanche et Augusta, vont y être admises en 1882. Alors c'est l'occasion là, c'est à mourir de rire si c'était pas triste, d'un quiproquo. Je vous ai dit qu'ils habitaient boulevard Saint-Germain. La convocation à l'externat est adressée à M. Klumpke, 180 boulevard Saint-Germain. Et au dernier moment, sans doute, le scripteur s'est rendu compte de son erreur. Monsieur a été rayé, on a écrit « Mademoiselle » au-dessus. Vous voyez dans quel état d'esprit est la faculté dans ces années. C'était impensable qu'une femme se présente à l'externat. Bon, donc elle va passer cette première année d'externat à l'Hôtel Dieu, dans le service du professeur Ampis. Et chez Ampis, qu'elle va, pour la première fois, diagnostiquer quelque chose qui va être son cheval de bataille, qui va être sa thèse plus tard de doctorat, c'est les cas de paralysie radiculaire supérieure du plexus brachial. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je me suis un peu penché sur la question, et voilà ce qu'elle explique. À la suite d'un violent traumatisme de l'épaule, on voit se développer une paralysie particulière du membre supérieur, limitée à un groupe musculaire nettement défini. Le groupe des muscles deltoïdes, biceps, brachial antérieur et long supinateur. Suivant l'intensité du traumatisme, on se trouvera en présence soit d'une parésie, soit d'une paralysie plus ou moins complète. C'est une pathologie qui n'avait jamais été étudiée jusque-là. Sauf chez un professeur allemand qui s'appelait Wilhelm Herb. Bon, elle va faire 10 différents stages en médecine générale, chez Vulpian, justement. Et là, on se demande comment ça s'est passé avec le professeur Vulpian, qui ne voulait pas entendre parler des femmes dans son service. Et son diagnostic de la paralysie radiculaire va faire l'objet d'une publication dans la Revue de médecine, qui est couronnée dès 1885 par le prix Godard de l'Académie de médecine, prix très important à cette époque. Et d'ailleurs, ce type de maladie, cette paralysie radiculaire, porte depuis dans la littérature médicale le nom de paralysie radiculaire du plexus brachial type Klumpke. Mais l'internat, c'est toujours non, porte fermée. Et Blanche Edwards, qui a toutes les hernies, reprend son bâton de pèlerin et recommence ses 300 visites ou ses 400 visites auprès de toutes les autorités. Et cette fois, la presse s'en mêle. Alors, on va assister à une chose très particulière. La presse médicale contre l'accession des femmes à l'internat. Alors, c'est un journal qui s'appelle La Presse médicale, Le Progrès médical. En revanche, la presse populaire est pour le Petit Parisien, le Gil Blas, la Nouvelle Presse. Et le 14 septembre 1884, Augustin informe par une lettre qui est conservée à la bibliothèque de l'Académie de médecine, elle informe Blanche Edwards que, à son avis, la campagne pour l'internat va bientôt toucher à sa fin et qu'elles sont assurées du soutien de Paul Bert, qui, en plus d'être ministre, d'écrire au ministre en leur faveur, va publier un article dans un journal qui s'appelle Le Voltaire. L'article annoncé paraît le 29 septembre. Vous pensez bien que la notoriété du signataire, Paul Bert, va remuer un petit peu les consciences. Il est médecin, il est ancien ministre de l'Instruction publique, il a beaucoup milité pour l'instruction des filles, et il est pionnier avec Jules Ferry donc, de cette scolarisation des filles, et il a l'oreille du gouvernement, fait quelque chose. Et on peut penser que sa tribune va remuer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Paul Bert ? Il dit simplement dans son article « Les hommes embrassent la profession médicale par circonstance et souvent par hérédité, parce que leur père est médecin. Sans vocation la plupart du temps. En revanche, les jeunes filles, dit-il, qui ont eu le courage, sans le secours de l'éducation banale du collège, d'apprendre le latin, de passer le baccalauréat, d'affronter des épreuves souvent répugnantes, dit-il, de l'instruction médicale, elles sont bien évidemment soutenues par une véritable vocation. Il n'empêche qu'au printemps 1885, alors que le concours de l'externat est à l'automne, toutes les conférences d'internat, c'est-à-dire là où on prépare le concours, bien, toutes les conférences d'internat se ferment devant les deux jeunes filles.
En juillet, elles ignorent toujours si elles vont pouvoir passer le concours. Et cela, alors là, c'est là que ça devient... Le règlement, en revanche, stipule que tous les externes doivent s'engager à présenter l'internat à partir de la 2e année sous peine d'exclusion. Et c'est cette clause qu'elles vont faire jouer qui va leur permettre de passer le concours de l'externat. Cette décision va être appuyée par le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui va imposer la candidature des jeunes femmes, malgré des avis défavorables. Tenez-vous bien, avis défavorables du doyen de la faculté, de la Société médicale des hôpitaux, de la Société des chirurgiens des hôpitaux, réunis en séance plénière, du Conseil de surveillance de l'assistance publique, de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris. Elle passe le concours. Alors en 1885, Augusta va avoir la meilleure note à l'écrit, mais à l'oral, ça ne se passe pas très bien. Elle ne l'obtient pas. Qu'à cela ne tienne, on repasse. Et l'année suivante, elle va être reçue 16e interne sur 52, ce qui est vraiment une chose merveilleuse, avec encore la meilleure note à l'écrit. On comprend bien ce qui se passe, c'est qu'à l'oral, on ne lui fait pas de cadeau. On essaie de lui barrer le passage, mais là, elle résiste et elle réussit. En 1889, elle va passer sa thèse qui s'appelle « Des polynévrites en général et des paralysés et atrophies saturnines en particulier, études cliniques et anatomo-pathologiques ». Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. En tous les cas, elle a la médaille d'argent des thèses de la Faculté de médecine de Paris et elle obtient le prix Lallemand en 1890. Elle a épousé Jules de Gerine, avec qui elle a travaillé dans le service de Vulpian. Et tous les deux vont commencer, et elle notamment, une brillante carrière de neurologue à partir de 1889. Elle va notamment participer, et là, ce n'est pas simplement le nègre de son mari, elle participe, elle écrit une monumentale anatomie du cerveau en 2 volumes qui va être publiée en 1895 et en 1901. Et à ce moment-là, Anna, l'aînée, écrit à son père, qui est resté à San Francisco: « Je pense que si tu pouvais voir à quel point tes filles ont réussi leur lancement dans la vie, tu en serais vraiment fier. » Et doublement fier parce que c'est une autre fille, Klumpke, la 3e, Dorothea, qui va être la première à soutenir en Sorbonne en 1893 une thèse de doctorat en mathématiques et astronomie avec pour sujet l'étude des anneaux de Saturne. Elle aussi, dès son plus jeune âge, s'est passionnée pour les sciences, mais aussi pour les études médicales. Et en 86, alors qu'elle vient tout juste d'obtenir sa licence de mathématiques, elle est encore étudiante, et elle rejoint les équipes de l'Observatoire de Paris, où elle va suivre les cours de l'école d'astronomie. Et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, se prépare un grand projet qui a été lancé par Sir David Gill, qui est un astronome écossais qui dirige l'observatoire du Cap de Bonne-Espérance, projet soutenu par l'amiral Mouchès, qui lui dirige l'Observatoire de Paris, réaliser une sorte d'atlas mondial des étoiles. Et en avril 87, un premier congrès astronomique pour la levée de la carte du ciel va rassembler à Paris 18 pays et Dorothea va servir, qui parle parfaitement l'anglais, parfaitement le français, parfaitement l'allemand, va servir un peu de go-between entre les différents pays, va traduire toutes les communications et du coup va devenir un personnage important. Et son rôle, ce succès qu'elle remporte, va ouvrir la porte aux femmes dans l'astronomie. Parce que jusque-là, c'est comme en médecine, il n'y a pas de femmes dans l'astronomie. Alors, on sait qu'il y a quelques épouses d'astronomes qui, anonymement, aident leur mari, et parfois sont même un peu plus pointues que leur mari, mais leur rôle n'a aucune valeur officielle. Et c'est seulement à partir de cette entreprise de la carte du ciel que vraiment elles vont être admises, elles vont jouer un rôle capital dans cette entreprise formidable qui met le monde entier au travail là-dessus. À cette occasion, un atelier spécial de mesure du ciel voit le jour à l'observatoire, dont Dorothea va obtenir la direction, malgré, vous vous en doutez, une forte opposition masculine à l'observatoire.
Voilà, alors elle va s'impliquer dans de multiples expériences, notamment, j'en retiens une qui me semble qui est délicieuse, une ascension en ballon qu'elle va faire pour aller voir les Léonides de près. Alors, les Léonides, ce sont des étoiles filantes qui naissent tous les 35 ans après le passage de la comète Tempel-Tuttle, qui ne passe effectivement qu'une fois tous les 35 ans. Donc, dans la nuit du 16 novembre 1889, l'aérostat, la Centaure, va survoler Paris, endormi, va aller sur les côtes de Normandie, va survoler la Manche, va faire 300 km dans la nuit, vous vous rendez compte, à une altitude de 500 mètres environ. On imagine que ça va être merveilleux de voir ça. La lune se lève, nous raconte Dorothea, toute dorée, magnifique, mais déception, les Léonides ne sont pas au rendez-vous. Enfin, elles sont là, mais pas aussi nombreuses que ce qu'on pouvait espérer. Mais vous les imaginez, ils sont trois, Dorothea, un secrétaire qui prend des notes, et l'aérostier. Et ils sont dans la petite nacelle d'osier qui fait 1,50 m sur 90 cm. Ils sont gelés. Et ils vont rester 7 heures là, en suspension comme ça. Et en revenant, elle va écrire un article là-dessus qui va être publié l'année suivante dans la revue américaine Century Magazine, dans son numéro de mai-octobre 1900. Et elle dit « Jamais auparavant la nature ne m'avait paru si vaste et si belle. De retour dans ma chambre à l'université de Paris, je me sentais plus légère que jamais. Et j'avais encore l'impression de flotter dans l'air. Mon cœur était plein de gratitude. » Voilà. Alors, on sort un petit peu. Sa thèse de doctorat en poche, Dorothea s'empresse d'en envoyer un exemplaire à Rosa Bonheur, la peintre. Pourquoi ? Parce que Anna, la sœur aînée, celle qui s'était cassée la jambe et qui est peintre, est devenue une amie de Rosa Bonheur, et elle sera plus qu'une amie puisqu'elle sera sa dernière compagne. Et toute la famille Klumpke va s'installer au château de By, où vit Rosa Bonheur, qui finalement ne rêve que de créer une sorte de phalanstère autour d'elle. Ça a été son rêve, et là, elle va y arriver avec la famille. Et surtout, Rosa Bonheur, qui a connu des difficultés, qui a vu dans son enfance sa mère humiliée par son père, et la misère dans la famille, de telle sorte que quand la mère est morte, on a été obligé de l'enterrer à la fosse commune. On n'avait même pas de quoi l'enterrer. C'est toujours jurer et de relever la femme, comme elle dit, de montrer que la femme vaut bien l'homme et qu'elle peut accéder à des professions qui lui sont jusque-là fermées. Donc vous imaginez combien, quand elle voit Augusta, quand elle voit Dorothea, elle est vraiment tout à fait folle de joie. Et ce succès va lui prouver que c'est pas un rêve fou qu'elle a fait. Relever la femme, comme elle a dit, n'est pas une utopie, n'est pas un projet voué à l'échec. Les femmes peuvent donc, toutes seules, se façonner un destin à part entière. À l'écart alors c'est important parce qu'elle le signale, à l'écart du mariage obligatoire, de la maternité également obligatoire ou des soins domestiques. Elle s'enthousiasme pour la réussite des sœurs Klumpke parce qu'elle considère que voilà, pour la première fois, des femmes enfin maîtresses de leur destin et qui sont capables de se tirer d'affaire toutes seules et de vivre comme peuvent vivre des hommes de leur métier. Voilà à peu près ce que je pouvais dire là-dessus. Simplement que Rosa Bonheur va mourir prématurément en 1899. Enfin, elle est déjà un petit peu âgée, mais encore. Sa légataire universelle sera Anna Klumpke, la sœur aînée. Donc, Madame Klumpke mère et les trois sœurs vont s'installer au château de By avec des voyages jusqu'à Boston de temps en temps pour Anna qui est un peintre réputé aussi aux États-Unis. Pendant la Première Guerre mondiale, Augusta Degerine va installer, qui a été nommée responsable d'une clinique pour les grands blessés de la moelle épinière aux Invalides, puisqu'elle est neurologue, va également installer au château de By, dans l'ancien château de Rosa Bonheur, un service de blessés militaires, mais elle va participer financièrement et avec certains de ses amis à la réadaptation et à remettre tous ces malheureux soldats sur pied. Voilà. Dorothea, en 1901, épouse un astronome britannique, Isaac Roberts,
et qu'elle va réaliser avec lui, et après sa mort, puisqu'il meurt en 1904, un atlas photographique des 52 régions nébuleuses découvertes par l'astronome William Herschel. Augusta, de son côté, va mourir en 1927 d'un cancer du sein, et il n'est pas inutile de lire l'éloge qui lui est faite à sa mort par le docteur André Thomas, qui était un collaborateur de son mari. Il dit: la physionomie de Madame de Gerin restera comme celle d'une des personnalités médicales, scientifiques les plus marquantes de son temps, et son nom sera respecté comme celui d'un grand savant. Bon, on peut regretter qu'il n'ait pas dit savante, mais il a quand même reconnu qu'elle c'était un savant. Cela dit, même s'il a dit savant et pas savante, quand même, quel parcours pour celle qui, au départ, a dû forcer, vraiment forcer, les portes de la faculté. Voilà.